Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Jonathan sur la chaîne. Joachim. Où j'ai commencé à faire mes petits programmes moi-même et tout, ça n'a pas abouti, j'ai eu un physique de merde. Ça te dit qu'on se prenne un petit pré-workout? Vendu. Un verre? Lequel? Dégueulasse. Ah. Il est vraiment pas bon. Merci pour ton honnêteté. Moi j'ai entendu un clac dans mon genou droit et mon ménisque a pété. Pour l'anecdote, c'est une opération péridurale. En fait, j'avais pas vidé ma vessie, donc je me suis pissé dessus sur la table d'opération. C'est pas applicable en salle. Le sol est dégueulasse, tu vas pas te foutre la tronche sur le sol. Enfin, applicable si t'as ton home gym. Non, bah, mon home gym est dans mon abri de jardin. Mais du coup, oui, je t'explique, le sol, j'ai pas envie de me mettre dessus. Voilà. J'ai pas envie de dire t'es un connard, mais t'es un peu un enculé quand même. Toi. Genre, si t'étais mon fils, je te mettrais une giga claque, quoi. Il y a besoin d'un père. 2 centimètres, c'est à prendre, tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça, mais ça dépend où. Mais et gagner votre temps, parce qu'en fait, tu perds de l'espérance de vie, en fait, juste en faisant ça. Ouais. Tu vas te stresser, tu vas être là, putain, il m'a pris ma machine, fait chier, faut que je fasse autre chose, faut que j'attende, faut que je tourne. Je suis comme ces gars plus fort que toi. Et c'est vrai. Le chien vient de péter. Génial. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kinefit Studio. Donc, je suis Mathieu, kinésithérapeute, spécialisé dans la prise en charge des lombalgies et préparateur physique. Et aujourd'hui, je reçois un invité spécial pour un nouvel épisode de discussion, d'interview, de format de podcast, etc. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Jonathan sur la chaîne. Joachim. Oh putain, ça c'est gênant. C'est gênant. Ça, franchement, un best-of. C'est gênant. C'est gênant. Ah, c'est si drôle. Ah, j'adore. Et donc, c'est bien parti. On a bien bossé les sujets. Ça démarre très très bien. Ouais. Donc, tu ne t'appelleras pas, je ne vais pas t'appeler une deuxième fois Jonathan, même si ce serait vraiment drôle. Ça me va. Joachim, tu peux te présenter, tu nous racontes un petit peu. Alors, du coup, je m'appelle Joachim, j'ai 27 ans. Ça fait bientôt 10 ans, si je me trompe pas, ou 10 ans déjà, que je fais de la musculation de manière récréative, on va dire. Et globalement, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai réellement à dire là-dessus. Ok. Donc, tu fais vraiment en amateur pour l'instant, tu n'as jamais fait de compétition? Non, jamais. Donc, je me suis intéressé... au début, j'étais vraiment dans le côté tranquille, muscu, avec Jean Honche, par exemple, où j'ai commencé à faire mes petits programmes moi-même et tout. Ça n'a pas abouti, j'ai eu un physique de merde, qu'on se le dise. Puis je me suis intéressé à tout ce qui est power building et tout ça, avec les vidéos de Lucas Gouif, qui en parlait avec le 5-3-1. Et depuis 3 ans, 2-3 ans, je me suis plus intéressé du côté bodybuilding et tout ça, et voilà où j'en suis maintenant. Nickel, merci. Ça te dit qu'on se prenne un petit pré-workout? Vendu. Alors, moi j'aime bien Raptor Nutrition. Je trouve que on a vraiment des bons produits. T'as un verre? Putain. Lequel? Donc évidemment, moi aussi, je regardais Jean Honche et c'est vrai que... Il est dégueulasse. Et il y avait... il y avait la Ligue anti-tapétisation qui... qui était contre ce genre de pratique. Ah. Il est vraiment pas bon. Bon, au moins, c'est honnête. Ah ouais, non. Il est pas bon, mais il a une bonne composition, mais il est pas bon. Soit. C'est pas du tout sponsorisé. En tout cas... merci pour ton honnêteté. Ça a été quoi ton parcours en musculation? T'as commencé par quoi? Et qu'est-ce qui... D'abord, pourquoi t'as commencé la muscu? Très, très justement. Donc t'as dit aussi, pardon, je vais préciser que ça fait 10 ans que tu fais de la muscu. C'est ça. On est tous les deux des 97. On dit 97 parce qu'on est en Belgique. Je suis en 98, mais oui. Donc il s'appelle ni Jonathan et il est pas né en 97. C'est ça, mais pour sa défense, je suis né le 15 janvier. Donc ça va. C'est presque. À 16 jours, putain, je vais y arriver, je suis pas bon en maths. À 16 jours près, t'es excusé, ça va. Ça va, ça passe. Ça va. Donc voilà, 98, t'as 27 ans. C'est ça. Et ça fait 10 ans que tu fais de la musculation, donc depuis tes 17 ans. Raconte-nous ce qui a fait ton démarrage en Alors, à 17 ans. donc j'étais, si je me trompe pas, en 5e secondaire. Et je me faisais chier, littéralement. J'avais pas grand chose à faire à part jouer aux jeux vidéo, j'étais pas sportif du tout. Je faisais les cours d'éducation physique qu'on avait à l'école, mais sans plus, j'étais ni mauvais ni bon dedans. Et un jour, il y a un de mes potes qui m'a dit « Ouais, il y a une salle de sport là à Pérouet, Executive Fitness, bonjour Christian, si tu vois cette vidéo. » On le verra. Ouais. Et du coup, il m'invitait.
je suis allé faire ce qu'on appelle du Tabata. C'est un espèce de body attack pour ceux qui connaissent. Donc très cardio avec un peu de poids où on fait genre 1 milliard de répétitions sur un peu de choses près tout. Que ce soit des pompes, des squats, du curl, des extensions triceps, des élévations latérales, etc. De la course. Je crois que ma première séance, j'ai vomi. Pour dire le niveau physique, pour dire le niveau physique exécrable. Et j'ai commencé à m'intéresser au côté muscu au bout de, je dirais, 2 ou 3 mois. Et puis j'ai commencé à payer l'abonnement et je me suis dit, je paye un abonnement mais j'y vais genre 1 fois semaine. C'est pas rentable. Et j'ai commencé à y aller 2 fois semaine, 3 fois semaine, 4 fois semaine, puis 6 fois semaine. Et c'est parti comme ça, tout simplement. Et j'ai jamais réellement arrêté, à part pendant le Covid, évidemment. Pardon. Où j'ai pas pu réellement m'entraîner, à part évidemment le classique avec des élastiques, des pompes, des abdos, des trucs comme ça, donc rien d'incroyable, quoi. Ok, ouais, donc il y a eu combien de temps avant que tu aies un vrai programme et à vraiment augmenter ta fréquence? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu te former aussi? Est-ce que tu as été coaché? Parce que le Tabata, c'est une chose, c'est un peu de l'intervalle training, hein, on est d'accord, on parle de la même chose. C'est ça. Classique, hein, moi, ma première séance de CrossFit, étrangement, on dirait que je voulais garder la face, et plus je voulais garder la face, plus j'avais envie de vomir. Ouais. Parce que plus tu forces, plus tu as envie de quicher. C'est ça. Et donc évidemment, ça se termine en PLS, tu fais des allers-retours aux toilettes, t'es là, j'y vais pas. Et finalement, c'est vrai que l'intervalle training, on n'est quand même pas dans le même délire que la muscu. Qu'est-ce qui a fait que tu as switché de programme et comment tu t'es dirigé vers ton premier programme? Je me suis, donc comme je t'ai dit au début, j'ai commencé avec le Tabata. C'était cool, mais je voyais des gens dans la salle, des mecs avec des épaules mais larges comme pas deux, des bras de bâtard, des cuisses de taureau. Et je me suis dit, putain, ils sont quand même stylés et tout. Et j'ai commencé à me renseigner, je suis tombé sur les vidéos de Jean Honche, où justement il expliquait comment créer son propre programme, sa nutrition, comment bien se reposer, tout ce qui est récupération active, passive, les différences entre protéines, glucides, lipides, quand t'es néophyte tu connais pas du tout. Ouais. Il expliquait les fréquences d'entraînement, le type de split, que ce soit upper-lower, push-pull legs ou le bro split à l'Arnold. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ça, et j'ai fait un peu en autodidacte, et ça a fonctionné. C'était pas incroyable, mais ça a fonctionné. Et j'ai jamais lâché au final. Puis, au bout de, je dirais, 3-4 ans, je dirais, plus ou moins, ça a commencé à réellement m'intéresser tout ce qui est côté force. Justement, avec les vidéos de Lucas Gouif, à ce moment-là, il faisait encore du power building, donc beaucoup de squats, de soulevés de terre et de bench. Et j'ai été le pire élève au monde parce que je ne faisais pas de bench, je faisais que du squat et du soulevé de terre. Et voilà, donc une grosse merde, faut le dire. Donc, on a tous fait un peu de la merde, mais là c'était particulièrement hard. Donc j'ai eu un énorme retard pec, que j'ai toujours d'ailleurs, mais que je suis occupé à petit rattraper, Inch'Allah. Et ça a quand même bien fonctionné, jusqu'à un jour fatidique où je faisais du squat à genre 140, un truc comme ça. High bar, et je faisais ce qu'on appelle du dive bomb. Donc en gros, je lâchais totalement la négative jusqu'à toucher mes mollets, et ensuite je remontais d'un coup. Donc le truc à pas faire. Et au bout d'un moment, j'ai entendu un clac dans mon genou droit, et mon ménisque a pété. Ok. Et donc j'ai pas pu m'entraîner pendant 3 ou 4 mois, je dirais. Tu t'es fait opérer? Ouais, je me suis fait opérer, ils m'ont enlevé un morceau de ménisque avec les 3 ou 4 petits points là dans le genou. Pour l'anecdote, c'est une opération je crois c'est une péridurale ou un truc comme ça. Et en fait, j'avais pas vidé ma vessie, donc je me suis pissé dessus sur la table d'opération. Ça, c'est les petites anecdotes, c'est gratuit, c'est pépite, c'est un plaisir. Mais en plus, c'est vrai que c'est des trucs à la con auxquels on pense pas. Ouais, c'est ça. Et normalement, ça serait quand même mieux si on pensait à te le dire même avant de te faire opérer. Mais c'est ça. Ça, c'est les aléas du direct, hein, un peu comme quand on dit Jonathan au lieu de Joachim. C'est ça. Et après cette opération, ils m'ont dit, faut que tu restes le plus possible sans faire d'activité ou quoi, parce que tu t'es fait opérer, mon ref, tu risques de péter tes points de suture, fais pas le con. Et du coup, ils m'ont dit, il faut que tu achètes ça, c'était des je sais plus quoi, mais un espèce d'anticoagulant ou quoi pour éviter les caillots. Sauf que j'étais terrorisé par les aiguilles à ce moment-là, et donc faire des petites injections dans le gras du bide à ce moment-là, déjà j'avais pas les procédures d'hygiène, donc voilà. Et en plus j'avais peur, donc je l'étais pas fait, et je suis directement retourné à la salle, je crois 3 jours après. Gros débile, 2 semaines après l'opération, je faisais du squat.
Voilà, le connard. C'est une bonne idée. Ouais, et au final, j'ai plus jamais eu aucun problème. Je me suis quand même acheté des genouillères parce que mieux vaut prévenir que guérir. Enfin, là, maintenant, j'ai dû faire les deux. Donc voilà. Et donc ouais, voilà, j'ai fait du squat avec des genouillères depuis. Ok. Purée, j'ai cru que tu allais me dire que tu avais pété ton tendon du quadriceps. Je me suis dit, là, il a vraiment forcé. Ouais, non, surtout à 140. Enfin, tu pètes un. Ouais, ben voilà, je m'attendais vraiment à un truc hardcore. J'ai pas fait une tome plate à faire du 25 ou 45 reps à 200 plus. Non, ça va. Mais c'est bien. Moi aussi, hein, j'ai eu mes premiers pas dans la musculation avec, c'est vrai, le contenu de Jean Hanche. C'était vraiment une porte d'entrée à l'époque parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... justement, il n'y avait pas tant de contenu que ça. Maintenant, je dirais qu'il y a beaucoup de bullshit, donc c'est difficile à démêler le vrai du faux. Je vois pas les contenus parce que je suis pas tellement la cible des contenus un peu merdiques, les réels, les TikTok et tout. Ouais. Mais je crois que ça doit pulluler les mauvais conseils, les mauvais. Et puis même en fait, Jean Hanche, au moins, tu avais la structure qui était assez claire. Ouais. Il a quand même pris le temps de faire des vidéos longues, je me souviens, il y en avait une sur la force, je crois, qui durait 1 heure, quelque chose comme ça. Et ça, aujourd'hui, en 2025, on mettrait formation sur la force, machin, de 1 heure gratuite, et il y aurait le prix barré, 0 €. C'est exactement ça. Et donc, c'est vraiment pour dire le niveau de valeur qu'il y avait. Et je pense ne pas me tromper en disant qu'il basait beaucoup son travail aussi sur la méthode de Lavier. Si je me trompe pas, oui. Et donc, en fait, pareil, en fait, si on ne connaissait pas, si on a été éduqué sur YouTube, comme toi et moi, moi j'ai fait mes études de kiné, c'est différent, mais on n'apprend pas la muscu en kiné. Et donc, comment tu entends parler de Frédéric Delavier et de la méthode si t'as pas eu justement YouTube qui t'y a amené via Jean Hanche? Et là, justement, une fois que tu as une source, ça te renseigne une autre source. Et là, c'est comme ça que tu avances. Il s'est aussi basé sur Julien Vénesson, la nutrition de la force. C'est ça. Il en parlait justement. Ça, j'ai justement l'e-book sur mon Google Drive. Le gratuit, évidemment. Oui. Non, t'as acheté la version payante, bien sûr. C'est ça, évidemment. Non, bien sûr. Ne piratez pas les choses des enfants, pensez aux gens qui doivent se nourrir. Et faites pas des squats 3 jours après l'opération. C'est ça, soyez pas cons. Ouais, comme moi. Mais top. Donc là, tu as quand même un chouette niveau. Tu as ton programme actuel qui est sur 5 jours, c'est ça? C'est ça, 4 à 5 jours, en général 5 jours. Ouais. Tu me l'as envoyé, j'ai jeté un œil. Donc actuellement, tu t'entraînes en push-pull legs. C'est ça. Tu travailles un retard pec et un retard ischio. J'ai la sensation en le lisant un petit peu. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour construire ton programme et qu'est-ce que tu dirais qui est vraiment game changer dans les choix que tu as pu faire? Tu l'as depuis quand? Ce programme-là, je l'ai depuis, je dirais, un peu moins de 6 mois, je dirais. Donc le programme, il s'affine avec le temps, évidemment. Hein. Plus tu te rends compte que tu as des points forts, plus tu vas éviter de travailler ces points forts et tu vas justement travailler plutôt tes points faibles. Typiquement, j'ai un énorme point fort quad et fessier. Donc j'ai un gros cul, génial. Et donc je vais éviter les mouvements de poussée au niveau des jambes. Donc typiquement le squat, le hack squat, la presse, j'en fais pas énormément. Je fais 1 hack squat par semaine, enfin 3 séries de hack squat par semaine. Je fais 2 séries de presse par semaine, je crois, 2 ou 3. Et j'ai au total sur la semaine 4... le chien vient de péter, génial. 4 séries de leg extension. Et c'est tout au niveau des quads. Par contre sur les ischios, j'ai un volume de fou. Je fais du... 3 ou 4 séries de leg curl allongés, du RDL, du leg curl couché, du leg curl couché aux haltères. Et ça, c'est seulement sur une séance. Et sur une autre, je fais à peu de choses près la même chose. Le programme, il s'est construit sur la longueur et avec l'aide d'un de mes potes qui est bodybuilder, Ludovic Truissard, dont je t'ai déjà parlé. Okay. Et c'est lui, justement, qui m'a conseillé sur comment rattraper un point faible. Donc, le fait de faire beaucoup de répétitions en début de séance. Typiquement, pour les pecs, je fais des écartés je crois que c'est le pec fly ou le pec deck, je sais jamais. Donc en gros, un mouvement comme ça d'écarté classique. Je fais 3 séries de 50 assez légers, juste histoire de pump un peu, d'augmenter la sensibilité. Et ensuite, je vais envoyer sur un mouvement de bench. Donc là, je vais faire du bench décliné en série de 15 à 20. Histoire de quand même avoir un minimum de charge. Et ça fonctionne quand même assez bien, parce que là, je le ressens de plus en plus, même quand je fais du coucher à la barre. Donc,
Ouais, ok. Voilà. Ok, top. Et c'est vrai que les séances, les séries de pré-fatigue comme ça, il y a à la fois l'effet vasodilatateur local, donc tu augmentes l'afflux de sang dans la zone. Donc ça, c'est déjà pratique pour faire un effort en général. C'est un peu à ça que sert un échauffement. Yep. Et secondo, en fait, ça te permet vraiment d'avoir cet échauffement aussi au niveau des connexions nerveuses qui va vraiment déclencher une contraction plus active, plus intentionnelle et qui va faire que tu vas pas pousser mollement. Et d'ailleurs, quand on ne s'échauffe pas et qu'on prend ses poids de travail directement, échauffez-vous les enfants, Oui. très important. Mais quand on prend ses poids de travail directement sans s'être échauffé, on sent bien que sa série 1 n'a pas autant de puissance de répondant que la série 2 et 3, qui vont être beaucoup plus 4 et 5, ça dépend un peu des programmes bien sûr. Donc là c'est vraiment, c'est tout à fait juste hein, comme travail. Et ensuite tu nous parles de séries de 15 à 20 répétitions, j'ai vu que tu avais même des séries encore plus longues que ça dans ton Moi j'ai programme. des séries de 50 sur tout va bien. sur l'écarté par exemple, Ouais. mais c'est des séries où par exemple je vais utiliser, je crois que c'est 54 ou 64 kilos, donc c'est sur un mouvement d'écarté, tu peux te dire que c'est beaucoup, mais au final, tu es quand même excessivement stable et c'est jamais, même pas la moitié du stack au final. Donc, voilà, pour du 50 reps, c'est pas exceptionnel. Par contre, oui, si je te disais, là, je fais du 113 kilos, mais je fais du 50 reps, là, tu vas te dire, mais putain, mais c'est quoi cet animal? Au final, non, là, le but, c'est vraiment juste de pumper et de, comme tu dis, d'augmenter un peu, on va dire, la mind-muscle connection, comme pour nos amis anglophones. Et globalement, c'est comme ça que ça fonctionne et qu'on peut rattraper réellement un point faible. Pareil pour les ischios, je fais du leg curl allongé, donc sur le ventre, et je fais des séries de 30 à 40 aussi. Ouais, j'ai vu, t'as vraiment des volumes qui sont impressionnants. Ouais. C'est vrai que ça change en plus des programmes. Bon, je sais pas ce qui se fait aujourd'hui, hein, mais à l'époque, je me souviens, 2017-2018, on avait du 8 à 12 reps, 4 séries de 8 à 12 reps. 4x12, ouais. On bouffait que de ça, donc le niveau ne planait pas très haut. Pourtant, de Lavier, toute la matière est là hein. Donc la méthode de Lavier 1, 2, 3 sont déjà sorties depuis bien longtemps. Et comment rattraper un point faible avec ces séries longues, etc., c'est déjà dans la méthode 3. C'est ça. Donc c'est pas nouveau, ça tombe pas du ciel. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu très récemment, on pensait qu'on avait complètement nail le game en se disant 1 à 5 reps c'est la force, 7 à 12 c'est l'hypertrophie et puis 12 à 20 c'est l'endurance et au-delà ça ne construit pas de muscles. Il se trouve en fait qu'on a un spectrum d'hypertrophie de 1 à 20 finalement. Donc peu importe ce qu'on fait, tant qu'on soulève et qu'on fait suffisamment de répétitions pour imposer des contraintes à son tissu, le tissu va comprendre par l'intermédiaire du système nerveux, c'est plutôt le système nerveux qui va comprendre, mais va vraiment intégrer qu'il y a besoin d'améliorer, de renforcer donc cette connexion cerveau-muscle, de rajouter des rangs de fibres musculaires, donc ces fameux sarcomères, etc. Et là, on crée de l'hypertrophie. Mais il n'y a pas ce délire de 4x12, comme on en a bouffé vraiment pendant des années, et là c'est vrai que c'était le niveau 0 de la réflexion. Et là, on est vraiment sur quelque chose où on peut être beaucoup plus intelligent sur ces programmes. C'est d'ailleurs on a eu énormément la mode des programmes, des trainings hybrides qui s'est développé. Donc c'est tout ce qui est combiné le cardio et la muscu. Et en fait, là, on a aussi beaucoup. Donc évidemment, ça a commencé avec CrossFit, mais CrossFit, c'est un peu parti en délire gym et over ultra Ironman, un peu abusé. Vachement cardio plus que côté muscu, entre guillemets. Mais après, il y a eu Irox qui a sorti la nouvelle marque là qui est vraiment très intéressante puisque c'est beaucoup de mouvements en chaîne fermée, donc taux de blessure beaucoup moindre, vraiment diminué, et ça permet d'avoir justement cet entraînement qui est hybride à la fois en force et en cardio. Donc pour monsieur, madame, tout le monde, c'est déjà un excellent pied à l'étrier, c'est un premier pas dans le monde du sport, ça c'est vraiment top parce que le risque de blessure est minimal en fait. Si tu sais plus faire un wall ball shot, tu vas pas t'exploser un triceps en faisant un wall ball shot parce que t'en pouvais plus. Tu vas pas et si tu sais pas courir plus vite, tu vas pas courir plus vite. Si tu sais pas pousser le sled, tu sais pas pousser le sled. C'est ça. Il y a pas ce truc avec la muscu où tu es avec des poids libres. On avait évoqué ensemble les risques, c'est vrai, avec les haltères. Là, tu peux vraiment te faire mal parce que le problème, c'est qu'en muscu, tu as les gens, ils arrivent en salle
ils n'ont pas de programme. Ils se disent 1er janvier, c'est mon année, cette fois ça va changer. Et ils n'ont pas de programme, ils commencent à faire un peu toutes les machines, ils se promènent, et enfin on les connaît tous par cœur. On leur jette pas la pierre, au moins ils ont la volonté de changer. On a tous été comme ça à un moment. Bien sûr, mais voilà. C'est vrai que débarquer dans un... Enfin, est-ce que quelqu'un... c'est comme pour la course à pied. Les gens ils se disent il suffit que je mette des chaussures et je vais courir. Mais c'est pas, en fait c'est un sport, ça s'apprend. Oui, il y a une manière de courir il y a des métiers. Les genoux, et en fait il suffit d'avoir tenté de faire du crawl à la piscine sans avoir jamais nagé de sa vie pour voir que c'est une technique. C'est excessivement difficile, tu vas te noyer. Il suffit d'essayer de lancer un javelot pour voir qu'on est merdique. C'est ça. Et te faire mal à l'épaule. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que moi j'irais sur une piste d'athlétisme et me dire vas-y je vais sauter les haies, vas-y je vais lancer un javelot, et puis les gens en fait ils se ramènent et ils vont à la salle, ils se disent bon il suffit de porter des poids, de toute façon la muscu c'est un truc de gogol, mais finalement c'est beaucoup plus précis que ça. Ouais. Et là on a vraiment, j'ai l'impression qu'avec internet on voit les extrêmes émerger, c'est-à-dire que voilà, comme je l'ai dit, il y a certainement beaucoup de programmes de merde, beaucoup de mauvais conseils, mais il y a aussi plus de bons conseils qu'avant, il y a aussi beaucoup plus de valeurs gratuites qu'avant où on avait le fameux 4x12 qu'on se tapait. Je sais pas ce que tu en penses de tout ça, et même programme hybride, je sais pas si tu as envie de dire quelque chose à ce sujet. Programme hybride, je suis pas connaisseur, donc je saurais absolument pas dire, mais je trouve que c'est une bonne idée justement le côté Hyrox avec chaîne fermée, etc. Parce que ça justement, ça va entre guillemets redorer le blason du CrossFit qui était réputé, typiquement avec Jean Honche, pour les blessures, les conneries, les tractions papillons où tu te balances dans tous les sens. Voilà, enfin typiquement les tractions papillons, c'est exactement la même merde que j'ai fait avec mon genou où je faisais du dive bombo squat. C'est tu te lâches dessus, oui, au bout d'un moment tes tendons vont péter, tu vas casser un truc. Voilà, c'est la vie, faut te blesser pour apprendre, mais le but c'est quand même d'éviter de te blesser au maximum parce que tu dois organiser ton programme autour d'une blessure. C'est si tu as mal en faisant du squat, tu pourras plus faire de squat parce que tu vas justement empirer une douleur. Ou alors trouver une manière, une position de ne pas avoir mal. Typiquement, j'ai eu une douleur à la hanche quand je faisais du soulevé de terre en traditionnel. Je suis passé sur du sumo, j'ai plus de douleur. Donc voilà, c'est con, mais c'est comme ça que tu composes en fait. Et niveau des ressources, il y a vraiment, vraiment beaucoup de merde. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de trucs qui sont pépites. Typiquement, tout un moment, on avait Jean Honche. Là, on a Lucas Gouif avec son système fluide. J'ai pas étudié la chose parce que j'ai pas envie de payer. Mais c'est quand même vachement intéressant, le fait d'avoir les 10 000 pas par jour. Il y a aussi, je crois que c'est Brecht, je sais pas, sur Instagram, il faudrait que je regarde exactement, qui parle de l'utilité de la marche après les repas, par exemple, même 10 minutes, pour la sensibilité à l'insuline, la digestion... De quoi ? La fart walk, que les Anglais appellent ça. C'est ça. Et l'utilité des 10 000 pas par jour, 8 à 10 000, c'est marcher un peu plus, en gros, c'est ça le but. Ça permet d'augmenter ta dépense et justement de faciliter ta perte de poids. Donc c'est plein de petits tips comme ça qui vont aider. Et à l'époque, quand on a commencé, en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient payantes, typiquement des magazines ou des revues entre guillemets scientifiques, où il y avait les travaux de Eric Helms et Mike Israetel, par exemple. Oui, je connais pas. Eric Helms, c'est celui qui a fait les pyramides de Helms avec l'alimentation et et l'entraînement, justement. Et ça, c'est du Parménide, en fait. C'est une fois que tu comprends la pyramide en elle-même, tu sais plus ou moins déjà, à peu de choses près, structurer un entraînement. Et donc, c'est des ressources qui sont utiles, mais qui, tout un moment, étaient quasiment inaccessibles, en fait, si tu savais pas où les trouver. Et là, maintenant, tu peux les trouver. Mais tu dois avoir une approche, entre guillemets, on va dire scientifique, entre guillemets, et remettre tout en cause et faire justement une compilation de tout ce qui est intéressant. C'est vrai qu'on a quand même aussi, chaque fois qu'il y a des programmes et des concepts qui sont remanipulés, ça permet quand même d'avoir quelqu'un qui ajoute sa sauce, sans dénaturer évidemment les connaissances, les concepts, mais en ayant quelqu'un qui ajoute sa sauce avec son expérience. Par exemple, typiquement, tu as des types qui font des trucs de malade, mais qui ne sont pas applicables dans la vie de tous les jours. Mais en fait, si tu as des programmes qui sont intelligents et qui tiennent compte de manière un peu holistique de la vie de chacun, ça permet à chaque fois de faire une avancée et vraiment de rendre la chose plus accessible, je trouve.
Et même quand tu parles des ressources, il y en a un qui est vraiment pas mal, que je vois de temps en temps dans mon feed, c'est Jeff Nippard, qui lui, il est pas mal evidence-based, et il a... Bah, si, quand même. Oui, mais après, il y a des trucs où, typiquement, j'ai un Reels en tête qui vient de popper. Il y a un truc où il parlait d'optimisation du travail du grand dorsal, où il était couché sur le sol à faire un tirage vertical avec la poulie. Donc en gros, le sol est là, la poulie est là, et lui, il tire comme ça. Ouais. Où là, je me suis dit, c'est quand même genre un poil trop, quand même. Ouais. Genre c'est surabusé, c'est pas applicable en salle. Oui, bah voilà. Le sol est dégueulasse, tu vas pas te foutre la tronche sur le sol. Enfin, c'est plein de trucs comme ça où en fait, c'est applicable si t'as ton home gym. Ouais. Et encore, mais personne n'a son home gym. Oui, encore, faut pas que tu sois un goré. Voilà. Mais non, mais mon home gym est dans mon abri de jardin. C'est ça, voilà. Mais du coup, oui, je t'explique le sol, j'ai pas envie de me mettre dessus. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est... Tout est applicable pour tout le monde, mais tout n'est pas optimisé pour tout le monde. Ouais. Typiquement, un maçon, tu vas pas aller lui dire de s'entraîner 6 fois semaine. Bien sûr. Par contre, quelqu'un qui est dans un bureau, qui va pas bouger, bah là, ce serait plus intéressant de lui dire, ne serait-ce qu'un truc dont j'avais déjà parlé avec une de mes connaissances, c'est au lieu de te garer au parking de ton entreprise à 2 mètres de ton bureau, gare-toi 10 minutes plus loin, sur un parking gratuit. Tu marches 10 minutes de plus, ça fait 10 minutes aller, 10 minutes retour, ça te fait 20 minutes de marche tous les jours. C'est gratuit, et ça augmente ta dépense. Et au moins, bah, tu es un peu plus actif. Parce que qu'on se le dise, si tu fais 5 séances de sport par semaine, 45 minutes, 1h30, tu es quand même considéré comme sédentaire. Oui, exactement. Ça, c'est une bonne précision. Bah, c'est pas suffisant pour te dire je suis sportif. Marche un peu plus, voilà. Parce que la course, ça va te fatiguer. Le fait de faire du vélo, ça va te fatiguer. Le fait de faire je ne sais pas quoi d'autre, ça va te fatiguer. Tandis que la marche, à moins que tu marches 45 km dans une côte à 85 degrés, en général c'est tranquille, quoi. Tu prends ton rythme, tu y vas, tu mets des bâtons de marche si tu as envie de faire du trail ou quoi. Tu as des super trucs... des super chemins de trail, de trek ou quoi. Donc, voilà. Non, bah, bien sûr. Et c'est vrai que quand tu parles de la dépense calorique, auparavant, quand il s'agissait de dépenses caloriques, de programme perte de poids, t'as connu Insanity, t'enchaînes les répétitions, tu fais 50 milliards de burpees, et il se passe que, étonnamment, l'intervalle training, enfin non, c'est pas étonnamment, mais c'est prouvé, l'intervalle training, ça te creuse l'appétit, mais un truc de malade. C'est exactement la même chose que quand on va nager, quand on revient de la piscine après une heure, on a envie de bouffer. Stimulation de la gréline, donc t'es un goré. On ouvre le frigo, non même pas, on fout un coup de hache dedans, et on bouffe tout ce qu'on trouve, et certainement pas dans un ordre optimal, d'abord le sucre, puis après le fromage, ce qui est vraiment une catastrophe. Tandis que la marche, justement, à contrario, tu as dit le vélo, la course, ça va te fatiguer, et c'est clair que ça te fatigue, et en plus ça augmente ton appétit, que la marche, justement, bon voilà, Huberman Lab qui est très connu, donc c'est tout ce qui est hack, biohack, body hack, donc tout ce qui est comment exploiter, optimiser son corps, sa biologie, son corps, biochimie et tout ça, au quotidien. Bah, lui, typiquement, je crois que dans ses blueprints, dans ses routines matinales, il a vraiment on boit et on va marcher directement. Activation. Bon, évidemment, si tu te lèves à 4h du matin, tranquille, surtout si tu habites sur une chaussée. Mais, voilà, c'est ça. Mais c'est pour dire, le truc qui est intéressant, c'est vrai que quand tu marches, tu ne t'endors pas. C'est ça. Quand tu marches, tu ne t'endors pas. Et ça, c'est vraiment... même ça t'éveille, ça te maintient actif. Ça te réveille petit à petit sans que ce soit trop traumatisant non plus. Quoi. Après, bon, il y a tout le délire avec les lunettes et les lampes rouges ou bleues. Donc, tu as les lampes à UV dans les routines matinales, là, dans les mecs qui vont... Je savais pas du tout. Ah ouais, tu vois le type Brian Johnson qui a échangé son plasma avec son fils. Ah oui, ok. Bah lui, en fait, le matin, lui, évidemment, il y a des lunettes UV, il y a des infrarouges dans sa salle de bain pour pas avoir trop vite. Ouais. Je crois qu'il a changé toutes les ampoules de son salon pour qu'elles soient en infrarouge à 20h. Ça, typiquement, c'est... Mais après, pour la recherche, c'est bien. C'est ça. C'est de l'optimisation, mais c'est pas applicable chez tout le monde. Bien sûr. On en revient à ça. C'est pour ça que justement, je te parlais du fait de dire à un maçon, va t'entraîner 6 fois semaine. Impossible. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Physiquement, le mec est déjà mort après sa journée. S'il s'entraîne déjà 2-3 fois semaine, c'est exceptionnel. Et c'est ça qui en change vrai, tout. pour un maçon, moi, avec mon approche kiné, je verrais justement
ah oui, bah t'as mal quand tu fais tel mouvement, bah on va travailler là-dessus, série longue, légère, C'est machin, et on va vraiment te faire, ah oui tiens, machin, tes rotateurs externes d'épaule, ton poignet, ton genou droit, et ça. voilà, c'est tout. Le bas du dos, la chaîne lombaire, etc. C'est ça. Enfin, chaîne Moi je vais postérieure. vraiment Ouais. cibler les points faibles, les tabasser, et faire un peu de préventif, quoi. C'est ce qu'il faut. Ça, T'as pas le c'est choix. vrai. Mais de nouveau, monsieur, madame, tout le monde ne se dit pas, tiens, ce serait intéressant que j'ai un programme vraiment ciblé sur mes besoins. Ouais. Et puis bon, après, évidemment, il y a le nerf de la guerre qui fait que chacun peut pas se dire, mais c'est une dépense, mais c'est un investissement. C'est Oui. pas un investissement aussi clair que voilà, tu mets 100 € sur le S&P 500 tous les mois, et donc au bout de 40 ans de 85 ans, t'es millionnaire, oui. et d'intérêts cumulés, voilà, c'est réglé. C'est plutôt des investissements, oui, quand j'aurai 50 ans, je vais pas avoir tout qui grince et je C'est serai ça. encore en bon état, quoi. Mais il y avait eu un truc très parlant, c'était 2 coupes, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros des coupes au niveau de la cuisse d'un sportif et d'un non-sportif, et on voyait vraiment la masse musculaire énorme au niveau de la cuisse chez le sportif, cycliste je crois, et par contre chez le sédentaire on voyait vraiment que niveau masse musculaire c'était pas ouf, mais par contre tu voyais vraiment tout qui était entre guillemets persillé de gras on va dire. Le mec c'était un bœuf de Kobe quoi. Et c'était un type de 70 ans, je crois. Hein. Ah ben voilà, Ah, donc... C'est moi qui t'en ai parlé, en fait. Non même pas. Ah Mais bon non. Ah, je pensais que je t'en avais parlé. Non, je l'avais déjà vu. Bah, je traîne sur internet depuis un moment. Non, et, ouais, pardon. Et ouais, c'est du coup, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est très et j'en ai intéressant à parlé. voir. Et Ouais, carrément. en fait, qu'on se le dise, c'est con. C'est con, mais faire du sport tôt et garder du sport, je parle pas de y aller en mode full bourrin comme je fais typiquement. Je fais pas la musculation santé et je vous dirai pas de faire comme moi parce que bah, c'est débile. Enfin, je cherche la progression en continu. Donc, c'est pas sain d'un point de vue physique et longévité. Mais par contre, quand tu fais de la musculation santé, tu fais tes 3x12 tranquille, à ton aise, sans trop forcer, juste pour te maintenir un petit peu, bah c'est comme ça que tu as des gens qui ont 80 balais, qui se mettent quand même à courir des marathons. Mhm. Parce que les mecs ont fait du sport toute leur vie, ou s'y sont mis à 50 ans, en se disant putain j'ai un peu mal partout. Et bah, c'est ce qui fait qu'on a d'un côté des grands-pères qui doivent marcher avec un déambulateur alors qu'ils n'ont pas de problème, entre guillemets. Non, pas de pathologie. Voilà, pas de pathologie, merci. Et que d'un autre côté, bah, tu as des gens du même âge qui courent. Ouais. Voilà. Ça, c'est vrai qu'on a tous vu des fois. Je pense à la mère de Ben Patrick, c'est Knees Over Toes Guys. Peut-être. C'est le type qui fait des 6 squats hyper en Oui. avant, qui fait tout le temps Oui. des dunks au Oui, basket oui, et tout. ok, oui, je vois. Et il montre tout le temps des vidéos de sa mère qui court, alors qu'elle avait mal au genou, elle avait mal au dos et Oui. tout. Et donc évidemment, c'est pour mettre en avant sa méthode. Très intéressante, cela dit. Et en fait, c'est vrai que c'est toujours interpellant de se dire, attends, ce mec, il a 40, 45 ans. Sa mère, donc, elle doit avoir minimum 20 de plus. Attends, mais et alors on pense aux gens qu'on connaît autour de soi, nos propres parents. On se dit tiens, mais est-ce que mes parents ils courent, machin. Est-ce qu'ils seraient capables de faire ça? Est-ce qu'ils seraient capables? La différence. C'est ouais, c'est ça. Et du coup, évidemment, on n'est pas dans le jugement de nos proches, mais c'est plutôt de se questionner. On se dit, mais en fait, c'est possible. C'est parce qu'on s'est toujours dit, bah oui, 65 ans, c'est super vieux. Mais en fait, 65 ans, ça, c'est plutôt les. Putain, j'ai même plus les noms qui reviennent en tête, mais ceux qui parlent beaucoup de longévité. Purée, il a un nom à la Goldman Sachs, un truc comme ça, mais je ne retomberai pas dessus. Peter Attia. Je crois que je vois, mais je ne saurais pas te dire le nom. Je pense suis qu'il y a- très mauvais pour les noms, par contre. Bah, Peter Attia, je crois que c'est lui qui fait pas mal de. C'est un docteur qui est vraiment axé sur la longévité. Et typiquement, lui, il va dire, mais en fait, 65 ans, les gars, si vous vivez selon l'espérance de vie de nos pays occidentaux jusqu'à 82 ou 84 pour les femmes, 82 pour les hommes, ça veut dire que vous avez encore une petite vingtaine d'années minimum à vivre dans cet état. Donc si vous trouvez qu'à 62 ans, ça grince, vous dites « Oh là là, je suis déjà vieux, déjà, vous devez encore pointer 5 ans au travail. » C'est ça, ouais. Et ensuite, vous allez encore vivre 15 ans comme ça. En fait, il parle vraiment il y a l'espérance de vie, mais il y a l'espérance santé et être en bonne santé. Et ça, c'est clairement quelque chose, je trouve que ça gagne un petit peu sur Internet. Alors, est-ce que c'est plus moi qui suis ciblé parce que bah voilà, on approche de la trentaine tous les deux, et donc on a les contenus un peu santé, longévité, parce que c'est plus nous qui sommes intéressés par ça. Et c'est possible, hein, parce que c'est vrai que les plus jeunes, je crois qu'ils ont beaucoup de contenu sur la. Il y a beaucoup d'anglophones, de jeunes Ouais. anglophones qui speak de plus en plus jeunes. Oui. Et donc Finalement, finalement, est un fléau de fou, Ouais. genre typiquement je crois que c'est le 30 Day Trend Challenge ou un truc comme ça.
Donc, ouais, les mecs prennent de la traîne à 16 piges et après s'étonnent d'avoir des couilles qui remontent jusqu'à leur gorge. Et ils sont là, putain, bizarre, je fais des boutons de partout. Mon HDL et LDL, il y a un ratio de merde. Et mon foie, il occupe un canet. J'ai envie de dire, tu t'es chargé trop tôt, connard. Et tu fais de la merde, enfin, va voir un endocrino avant de faire ça. Ouais, c'est ça, en fait, ils ont vu 3 TikTok et ils ont commencé, quoi. Ils n'ont pas vraiment creusé le sujet. C'est ça, si vous voulez vous charger, chargez-vous après 25 ans. Faites pas les cons. Bah, voilà. Alors, attendez au moins une maturité, ne serait-ce que dans votre cerveau. Ouais, voilà. Ça c'est un truc aussi dont on parle pas, la maturité du cerveau. Oui. C'est clair que quand tu vois encore à quel point les gens sont influençables après 22-23 ans, oui. Tu te dis, mais en fait, on n'est pas fini. On n'est pas fini, même à 20 ans, même à 22. Alors, après, bon, on pourrait dévier vers le social et le politique, mais... Oui, non, c'est pas du tout. Là, on va parler sport et tout ça. Mais c'est clair que, ouais, rien que pour se dire... mais même ceux qui fument, en fait. Même ceux qui fument de la beuh à trop jeune, en fait. Tu te dis, mais le cerveau, il est encore en formation. Calmez-vous, en fait. C'est ça. Calmez-vous avec la chimie. Déjà qu'à l'adolescence, la chimie, c'est le bordel dans le corps. Oui. Donc, n'ajoutez pas trop de substances exogènes trop rapidement. Quand tu vois qu'à 15, 16, 17 ans, tu fais des énormes poussées d'acné et tout, et tu es obligé d'utiliser des molécules type le Roaccutane, c'est exceptionnel, ça fonctionne très bien, mais tu vois directement les effets énormes sur ta tronche, sur tes articulations, parce que ça te les assèche et tout ça. Tu te dis, je vais rajouter en plus à mon corps qui est déjà occupé à péter les plombs, parce que t'es en adolescence, donc tu pousses, tu deviens un homme ou une femme. Je vais rajouter à ça de la beuh, de la coke, des trucs bizarres, des produits dopants, etc. J'ai pas envie de dire t'es un connard, mais t'es un peu un enculé quand même. Quoi. Genre, si t'étais mon fils, je te mettrais une giga claque, quoi. En fait, ouais, peut-être qu'il y a besoin d'un père et peut-être aussi d'encadrement aussi au niveau de l'utilisation Internet. Je pense, encadrement niveau Internet, ouais. Faudrait en fait plus de sensibilisation en fait au fait que t'es manipulable en fait. On l'est tous dans une certaine mesure. Certains plus que d'autres à cause du milieu, à cause de je ne sais pourquoi. Mais il faut se rendre compte que tout le monde peut être manipulé, peu importe la raison, peu importe pourquoi, et c'est souvent pour des mauvaises raisons. C'est simplement le terme influenceur. Voilà, ça veut dire typiquement. C'est le mot, on les appelle comme ça. On dit plus youtubeur, on dit influenceur. Et c'est pour ça que typiquement, il y a des gens par exemple sur Twitch qui vont jouer un jeu, mais typiquement Raid Shadow Legends, je ne suis pas sponsorisé, je n'ai jamais joué au jeu. Le code Jonathan 10. Ouais, les gens vont recevoir un billet de 20 000 balles pour une vidéo où tu as 1 minute 30 de pub. Et tu te dis, mais putain, si les mecs touchent 20 000 balles pour 1 minute 30 de pub, c'est rentable. C'est que la société gagne plus. Donc, tu te dis qu'il y a un réel intérêt et que oui, les gens sont réellement influençables. Oui, tout à fait. Et évidemment, on a toujours l'impression que la pub, ça marche pas sur nous. Mais finalement, s'il y a autant de budget pub qui sont dépensés tous les jours dans le monde entier, le marketing, c'est pas genre un truc superflu qui est né comme ça, en fait. J'ai un truc à dire, c'est rappelez-vous de vos mères ou pères et le téléachat. Ah ouais. Et là, sur ce, je vais demander une petite pause parce que je vais me pisser dessus. Ouais, c'est judicieux. Bonne coupure. Merci. Je vais regarder vite fait si on a des postures valables. Incroyable, non, les astuces de Joachim après 10 ans de muscu. Moi, ça me booste. Si votre job de bureau vous tire dans le dos, mon programme de 12 semaines est fait pour vous. Autonomie totale contre les lombalgies et adapté à votre cas pour vous soulager durablement. Cliquez sur le lien en description si vous êtes intéressé. Likez et commentez si vous kiffez la vidéo. Je vous laisse avec la suite. Voilà, on reprend après une courte page de pub. J'aimerais qu'on évoque un petit peu, on revient un petit peu à la muscu et à ton parcours. Ouais. On parlait de ton programme. Est-ce que tu as un exercice préféré à nous partager? Et si tu veux nous raconter un peu ton historique, parce qu'on a tous 1 milliard de trucs à dire sur chaque exercice de son programme, mais allez, ton meilleur et ton pire exercice, et tu nous racontes ton rapport avec. Mon exercice préféré, c'est le hack squat. Voilà. Je mets un petit élastique au-dessus pour changer la tension. C'est très intéressant, ça me permet d'être, plus actif, enfin pas plus actif, mais plus fort, et d'avoir une courbe de résistance qui est plus lisse, entre guillemets. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce que du coup c'est un exercice qui n'est pas libre mais qui ressemble suffisamment au squat pour avoir un transfert dessus, donc c'est intéressant. En plus c'est un exercice où tu peux bourrer comme un porc dessus et c'est génial. Et l'exercice que j'aime le moins, je dirais le bench à la barre,
Genre coucher à la barre, même aux haltères, hein, c'est des mouvements que j'aime pas. J'aime pas spécialement faire les pecs, même si c'est très beau et un jour j'aurai des gros seins, j'espère. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé. Probablement parce que c'est un point faible, et inversement, pourquoi j'aime le hack squat, parce que j'ai un point fort cul et quad, donc voilà. Je pense que globalement, c'est mon exo préféré et l'exo que je déteste le plus. C'est vrai que déjà là tu viens de faire un impair formidable. Tu viens de clasher le bench press alors que ça fait partie des exercices rois comme ils appellent ça. Oui. Bon, tu te rattrapes parce que visiblement t'as jamais skip les jambes. Jamais. Donc au moins tous ceux qui vont te dire ah mais le bench press immanquable dans le programme, bah au moins là. Faites les jambes et squattez 200 kilos et ensuite vous pourrez venir me parler. Mais c'est clair que bench press, même à la barre en fait, j'ai aussi un point faible pec, donc je vois ce que c'est. Les sensations que t'as à la barre, c'est vraiment pas terrible. Tu sens pas grand chose. Hein. Moi maintenant c'est uniquement à la dumbbell. Sinon, ça dépend de la morphologie des gens, évidemment. Hein. Si tu t'appelles Arnold Schwarzenegger et que tu as des pecs qui font la moitié de ton torse, évidemment, tu vas faire n'importe quel mouvement de poussée au niveau de... Il fait des abdos et il congestionne des Voilà, pecs. c'est ça. C'est au même titre que moi, quand je fais du bench, vu que j'utilise le leg drive, j'ai les quads qui congestionnent. Voilà, c'est le principe d'un point fort. Et c'est pour ça que j'ai autant de mal à ressentir les ischios et les pecs, typiquement, parce que c'est des points faibles et que, faut dire ce qu'il y a, je les ai pas suffisamment travaillés ou pas de manière assez intelligente. Et voilà. Mais on fait tous des erreurs, il faut savoir composer avec. Je pense qu'à un moment donné, j'aimais pas les fentes. Et puis un jour, mal m'en a pris, je me suis inscrit pendant un an au CrossFit pour, CrossFit Hyrox. C'était une boxe, hein, c'est une boxe un peu mixte. Et en fait là, j'ai bouffé tellement de fentes que c'est devenu normal en fait. Et si tu veux, comme on a évoqué Ben Patrick, maintenant comme je commence à être dans l'optique longévité, comme on a dit, je pense à la qualité de ma mobilité au niveau des hanches et même des chevilles. J'ai vu tant de personnes, moi, au cabinet, qui ont des mobilités de chevilles complètement raides et ils savent même pas faire ce genre de choses. Le fameux, l'extension de pied, là, c'est complètement fou. Il y a des femmes, en fait, elles mettent des talons toute leur vie et donc tu leur retires leurs talons, elles ne savent pas marcher pieds nus. Elles ne savent pas poser le talon à terre. Ou alors, si elles le font, elles ont les genoux qui tendent à l'arrière et elles ont les fesses en arrière et elles sont penchées en avant pour compenser, pour pas se casser la figure. Et elles marchent avec les pieds écartés comme ça. Comme les mecs. Voilà, c'est du manspreading. Donc, sauf que c'est du woman spreading. C'est nauséabond. Et choix d'objectif très subtil. Et c'est clair que maintenant, les fentes, je les fais vraiment la variation ATG Split Squat, donc qui est la version de Ben Patrick, où tu vas chercher vraiment en hyperflexion de genou, vraiment très très en avant, et avec la jambe en arrière quasi tendue. Ah oui. Okay, et ça, vraiment au niveau mobilité justement, quand tu as des fléchissures de hanches qui sont un petit peu raides, c'est toujours intéressant. Je me tape du Cossack squat, c'est vraiment pas rigolo, mais je me dis bon, il faut que ça bouge et c'est clair que voilà, comme tous les mecs qui s'en foutent un peu, j'ai pas une mobilité au niveau des adducteurs qui est folle, donc voilà, je me dis au moins je fais ce renforcement qui est intéressant qu'on évoque dans la philosophie de Ben Patrick justement, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir de la souplesse, de la mobilité et des amplitudes, mais c'est bien d'avoir de la force sur tout ce spectrum, tous ces degrés, toute cette amplitude. Parce que le nombre de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Oui, machin, j'aimerais bien m'étirer. » Pourquoi ? Je demande pourquoi plusieurs fois, pour vraiment faire accoucher de la vraie raison et expliquer que parfois la vraie raison n'est pas toujours la bonne. Parce que typiquement, les gens ils se disent « Ah, parce que j'aimerais être en meilleure santé, etc. etc. » Je leur explique, finalement, est-ce que ce serait pas plus judicieux d'avoir... C'est bien beau d'avoir de la mobilité, mais si c'est pour avoir mal dans cette mobilité, ça ne sert à rien. Donc, si on travaillait en force et en mobilité en même temps, et finalement, c'est un peu un hack, parce que c'est un piratage pour ne pas faire un anglicisme, mais parce que tu te retrouves à travailler à la fois ta mobilité et ta force. En fait, c'est trop bien. C'est plus intéressant, oui. C'est trop bien, t'as plus besoin de faire ta mobilité le dimanche soir quand tu fais rien d'autre. Et qu'on se le dise, personne ne le fait jamais. Voilà. C'est ça, tu l'as fait 2 fois. J'ai moi-même tout ce qu'il faut pour la mobilité. Hein. J'ai les foam rolls, j'ai le yoga box là. Ça non, les yoga. Les yoga blocs.
Ouais, les blocs, ça Ah oui, gère, oui, c'est pas ok. bien. Ah ouais. Non, il y a les trucs de mobilité, le foam roll, la boule et tout, mais en vrai, je les utilise quand vraiment je sens que j'ai une tension, typiquement dans le bas du dos, au niveau du quad, au niveau du grand dorsal, du pec ou quoi, mais ça arrive une fois tous les 2-3 mois. Mais par contre, à côté de ça, quand je fais du hack squat, mon amplitude, c'est jambes quasiment tendues, jusqu'à ce que ça fasse bonk en dessous du rack. Donc, voilà, c'est la meilleure des approches à mon sens, parce que si tu limites exprès ton amplitude, typiquement tu fais ton bench, tu te limites à 90 degrés au niveau de ton coude, le moment où tu vas aller plus loin, c'est le moment où tu vas te blesser en fait. Parce que t'es pas habitué, parce que tu vas dire « Ah, je fais 120 kg en série de 10 à 90, je peux faire 120 en série de 8, mais avec un peu plus d'amplitude. » Non, parce qu'en fait tu serais capable de faire 110 au max. Sauf que tu vas faire ton 120, tu vas arriver, tu vas te pousser, tu vas t'enculer. Ouais, complètement. Et c'est typiquement pour ça qu'il y a autant de gens qui disent « Ouais, mais la full amplitude, c'est pas bon. » C'est pas bon si t'en as jamais fait. Et que tu vas comme un bourrin direct. C'est si t'as toujours fait du squat ATG, donc au sol, c'est pas en continuant en le faisant que tu vas te blesser particulièrement. Sauf si tu dives bon comme moi. Qu'on se le dise, c'est juste que t'es con. Non, c'est vrai que ce sont des méthodes qui émergent et elles ont vraiment besoin de gagner en popularité parce que c'est vrai qu'on entend encore des fois des parents qui me disent ah oui, après le basket, le foot, ils s'étirent pas, alors qu'avant, de mon temps, on s'étirait, machin. Et en fait, là, je dois commencer un énorme travail d'éducation patient. Parce que là, en fait, on rééduque l'enfant, mais on éduque les parents parce que c'est eux aussi qui vont avoir un rôle à répéter les choses aux enfants. C'est ça. Donc c'est important que les parents comprennent également. Mais là, vraiment, il y a beaucoup à faire parce que déjà il faut réexpliquer que c'est pas les étirements qui sont dans la prévention pour les blessures, c'est pas les étirements qui préviennent les blessures. Donc il y a beaucoup de faux mythes et de vieilles idées reçues qui traînent encore énormément. Les fameux les œufs sont mauvais pour le cholestérol. Pas de glucides le soir, des trucs comme ça. Ouais, la gym rend petit. Oui, faire de la musculation à 16 ans, tu vas pas grandir. La preuve, j'ai commencé à 17 ans, je fais 1m95, 89, 95. Un abo. Voilà, entre 1,89 et 1,90 à peu près. Regarde, moi j'ai fait de la gym quand j'étais petit et voilà, je fais 1m70. Voilà, c'est ça. Mais par contre, oui, tu vas prendre des exemples. Liprist qui a commencé la muscu à 15 ans, je crois, il fait 1m60. Voilà. Est-ce qu'il fait 1m60 parce qu'il a fait de la muscu ou est-ce qu'il fait 1m60 parce qu'il était prédestiné à faire 1m60 ? Voilà, typiquement, sinon, on n'aurait aucune personne avec un bon physique en faisant plus d'1m60. Typiquement, la montagne, Hafthor Julius Björnsson, je crois, son nom complet. Ouais, le mec fait 2 mètres, je crois qu'il est islandais, non ? Ouais, t'as un compris. peu raciste. Il fait 2m5, je crois, un truc comme ça. Le mec, c'est un colosse. Voilà, typiquement, tu prends tous les strongman, tous les mecs font plus d'1m80. Alors que les mecs, c'est des montagnes de muscles. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont grains, typiquement Eddie Hall, Prime, il faisait 180 kg, je crois, un truc comme ça. Zydrunas, Big Z, Zavikas, il faisait 160 kg aussi, alors que le mec est champion du monde de log lift. Voilà, mais non, c'est pas ça qui fait que tu deviens petit. Par contre, il y a des trucs qui font que tu peux rester un abo toute ta vie. C'est si tu commences à fumer à 12 ans, tu commences à boire à 12 ans, si tu prends des trucs bizarres à 12 ans, là oui, ou typiquement si ta mère elle a continué à fumer pendant que tu étais dans son bide ou à boire. Bon, ça la fout mal. Voilà, c'est ça. Et là, tu peux en vouloir à tes parents, mais à côté de ça, voilà, oui, si t'as une génétique de merde, c'est pas de ta faute, c'est la faute de tes parents, de leur voilà. Après, voilà, peu importe les cartes de poker que t'as au début de la partie, c'est ce que t'en fais. Exactement. Qui est vraiment important. T'es peut-être pas né pour être champion du monde de force athlétique, par exemple, mais c'est pas une raison pour te dire je suis pas né pour être champion, donc je serai mauvais. Non, tu peux être bon. Tu seras pas exceptionnel, voilà. Mais tu seras bon. Oui, il n'y a pas besoin d'être dans le top 0,1%. Déjà, d'être dans le top 5%, c'est déjà au-dessus de 95% en fait. Oui, c'est ça. Puis qu'on se le dise, à partir du moment où tu arrives à bench 100 kg, tu es déjà dans genre 0,05% de la population mondiale. Voilà. C'est comme Dr TN qui avait décomplexé. C'était parfait, je veux dire, dans l'éducation, en complément à Jean Hanche, Dr TN, je sais pas, tu vois. Je vois de nom, mais je t'avoue, j'ai jamais spécialement intéressé. À l'époque, je sais pas s'il fait toujours des vidéos, mais donc à l'époque, c'est un petit chinois maigre, je crois qu'il est docteur, je suppose en tout cas. Et en fait, il avait dit à un moment donné à ceux qui parlaient de la sèche, qui parlaient des perfs à la salle, il disait, bon, déjà,
tout le monde s'en fout que vous sachiez faire une traction. Et si vous allez dans la rue, personne ne sait en faire une. Oui. D'abord. Oui. Ensuite, j'ai vu il n'y a pas si longtemps un mec, un peu style Jeff Nippard, mais basé comme pareil, quoi, un petit avec des espèces de bras de gorille, qui allait dans la rue, qui demandait à des randoms do I look like I lift? Est-ce que j'ai l'air de faire de la muscu? 95% des gens disaient non, et surtout les filles, Oui. alors que c'est justement souvent une des raisons principales. Les mecs se disent je vais prendre confiance en moi, je vais être musclé, les filles me regarderont parce que je serai musclé. Les filles ne savent même pas ce que c'est quelqu'un de musclé, il y a qu'à voir, nous on a connu... Le dad bod, le fameux où t'as une photo de Sibum où il est hors prépa, un peu gras, où il a 2 ou 4 abdos. Tu montres ça aux meufs aux US, elles disent « Ah ouais, moi j'aime bien les gens avec un dad bod comme ça. » T'es là, le mec, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne, il prend tous les compléments alimentaires du monde, il s'entraîne 3 heures par jour, et il a un dad bod. Non, il a le physique du champion du monde et de Mister Olympia en classique physique. Siècle, quoi. Et tu dis qu'il a un dad bod. Enfin, ta gueule. Enfin, non, voilà. C'est comme les mecs de muscu qui sont là, ouais, mais moi je pète un mec de boxe. Si tu fais 120 kilos, que le mec en fait 60, il y a moyen, mais si le mec en fait 80, t'en fais 100, il va t'exploser. Enfin, soyez réaliste. Par contre, oui, c'est non entraîné, oui, tu fais 120 kilos, le mec en fait 80, il y a de grandes chances que tu l'extermines. Enfin, voilà, c'est normal, c'est logique. Ouais, tu parlais des strongman aussi. T'as dit tous les strongman sont grands, mais si je me souviens bien, il y a quand même, celui qui fait des TikTok là, le strongman français, comment il s'appelle Tengo, lui il fait 1m70. il fait 1m70. Je crois, ouais. Ah putain. Alors, il paraissait plus grand. Bah, c'est parce qu'il est énorme. Donc on se dit. Et puis, en fait, il a sa cage thoracique qui déborde. Oui, il a ses épaules qui débordent. Ouais, au final, ouais. Et je me rappelle d'une vidéo qu'il avait fait avec Iron Quest, où Iron Quest est très grand aussi, et très balèze. Et oui, c'est vrai que Tengo est beaucoup plus petit que lui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on se rend pas compte, même Baptiste Marchais, on se rend pas compte sur Internet, sur l'écran, ils sont plats. Tu les croises dans la rue. Ils te bousculent sans que tu les frôles, en fait. C'est des tanks. Leur ombre te touche, tu te trébuches. En fait, c'est des murets. Tu te rends pas compte que le mec est vraiment compact, quoi. C'est ça, ouais. Genre, c'est une armoire normande, quoi. C'est des blocs de 30 de maçonnerie pour faire des fondations de maison. C'est ça. Le mec te met une claque, tu t'envoles sur 3 générations, quoi. Il y a ta maison qui part avec toi. Ça fait 100 ans que je fais le tour de la Terre. C'est ça, ouais. Et pour en revenir au sujet de la sèche et tout ça que tu avais légèrement évoqué, quand vous faites une prise de masse, justifiez-la. C'est-à-dire que si en maintien calorique et en prise de masse, tu as autant d'efforts et autant de progression, ta prise de masse ne sert à rien. Reste sur un maintien calorique, garde ton total de protéines, tu progresseras. Ouais. Et au moins, tu ne prendras pas de gras, parce que plus tu prends de gras, moins c'est intéressant. Ça ne sert à rien de devenir un gros tas ou un ballon. Oui, c'est ça. Évidemment, bon, marshmallow. Il y a peu de chances qu'un strongman cherche ces informations par ici. Oui, mais évidemment, quand tu es un strongman, là, tu as des objectifs différents et tu as une dépense calorique de malade mental. Donc évidemment, quand il s'agit de manger 5000 calories sur la journée, il faut manger. Il faut essayer de les faire rentrer. Mais vraiment, encore une fois, je disais hier, quelqu'un qui me demandait qu'est-ce que je fais pour le gras, machin, du bide, et je fais des abdos. J'ai dit, commence par arrêter les abdos. Oui. Et ensuite, je disais, déficit calorique, point barre. Ah oui, mais je perds du muscle. Non. Ce qui fait que tu perds du muscle, c'est quand tu n'as pas assez de protéines. Donc tu prends ta quantité de protéines, tu fais un déficit calorique. Et tu gardes un entraînement avec une certaine pareil pour la prise de masse. Donc ta diète maintenance, tu gardes tes protéines, tu n'augmentes pas tes glucides, on s'en fout. Et tu augmentes tes perfs, c'est tout. Normalement, dans ton alimentation, le seul truc qui varie réellement, c'est ta quantité de glucides. Si par exemple, tu fais, comme moi, tu fais à peu près 100 kg, tu vas être à peu près 200 grammes de prot par jour. Niveau masse maigre, évidemment, donc imaginons que tu fais 100 kg pile de masse maigre, tu es à 200 grammes de prot, plus ou moins. Tu vas pas les bouger, normalement. Ou alors, c'est vraiment des cas exceptionnels de sèche, ou alors, oui, là, tu es à 1800 calories, et là, oui, tu es obligé de tanker un peu tout. Mais c'est des cas exceptionnels et que monsieur et madame tout le monde ne vont jamais avoir. Oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai que même niveau nutrition, il y aurait de quoi recauser une heure au niveau des croyances. Puis, je viens de repenser à un truc. Au sujet de la gym qui rend petit, quelqu'un qui me reparlait de ça.
il y a pas si longtemps. Et du coup, oui, je suis inquiet pour mon fils, machin, fait de la gym, j'ai peur qu'il reste petit. Et j'aurais répondu, vous croyez que les parents qui inscrivent leurs enfants au basket, ils sont inquiets que leurs enfants deviennent grands? Oui. Mais c'était vraiment pour décrire l'absurde quoi, du raisonnement. Au contraire, Donc, justement, la musculation à un niveau entre guillemets amateur et sans y aller comme un énorme bourrin, c'est justement bénéfique pour ta croissance. Bah, c'est le principe de l'épigénétique où justement, quelqu'un qui va faire de la musculation de manière intelligente, jeune, théoriquement pourrait être légèrement plus grand que ce qu'il aurait été sans musculation. Mhm. Oui, puisque les tendons viennent tirer sur les muscles, sur les os. C'est ça. Et, au niveau de l'insertion, donc ça a créé une contrainte au niveau osseux, donc ça stimule une création d'os supplémentaire. Je ne sais pas si on pourrait gagner énormément, non, mais en tout cas, voilà, c'est clair que... 2 cm, c'est à prendre, tu vois, voilà. Ouais, c'est ça, mais ça dépend où, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, tu peux pas rester petit. Évidemment, on a tous vu les photos de Gogolito avec les parents qui ont dopé leur gosse de 6-7 ans et qui est trop musclé. Oui, ça, c'est des... Mais là, il y a des gens, il faut leur retirer leurs droits. Bref. Oui, voilà, c'est un autre débat, mais oui, c'est complètement débile. C'est des gens qui n'ont aucun... c'est à cause de ce genre de photos que tu as ce genre de croyance qui est perpétrée. Oui, bah, typiquement, oui. Ouais. C'est ça le problème. Allez, on va finir sur une note un peu plus légère. Tu nous dis ce que tu penses des salles de muscu à 17, 18, 19 heures? Un petit commentaire? J'ai l'avantage d'avoir un métier où je fais des horaires à pause, donc 6-14, 14-22, 22-6. Donc je ne suis jamais en heure de pointe, sauf à 15 heures quand je fais 6-14. Donc j'essaye d'éviter au maximum et faites pareil les potes. Vous n'avez aucun intérêt à aller dans une salle à 18 heures si vous pouvez vous entraîner plus tôt, plus tard ou même beaucoup plus tôt. Typiquement quand je bossais dans le bâtiment en tant que technicien frigoriste, je m'entraînais à 6 heures du mat. C'était un peu chiant, mais au moins je commençais ma journée, j'avais fait mon sport, donc j'étais tranquille. Je finissais le taf, je rentrais chez moi, j'étais tranquille. Ouais. Et du coup, t'as ta sensation du devoir accompli, en fait. C'est ça. Et t'as pas ce truc où, en fait, tu vas faire ta séance à 17, 18, 19 heures, ta séance, elle va durer 30, 50% de plus, parce que tu vas croiser des gens que tu connais, tu vas devoir attendre que quelqu'un finisse, tu vas devoir tourner avec quelqu'un, donc tu perds du temps. Donc, optimiser et gagner votre temps, parce qu'en fait tu perds de l'espérance de vie en fait juste en faisant ça. Ouais. Tu vas te stresser, tu vas être là putain il m'a pris ma machine, fait chier, faut que je fasse autre chose, faut que j'attende, faut que je tourne. Tu vas stresser pour rien, donc zen, sacrifie une demi-heure de sommeil le matin ou va te coucher une demi-heure plus tôt et voilà, ou va te coucher une demi-heure plus tard. Enfin, il y a toujours moyen de moyenner, j'en suis l'exemple même. Typiquement quand je fais les nuits, donc 22-6 heures, je m'entraîne à 6 heures du matin. Là, c'est chiant. Mais au moins, je suis tranquille. Ça, faut le faire, quand même, pour enchaîner après la nuit. Mais c'est certainement un excellent conseil, c'est clair. Au final, pas vraiment, parce que quand tu décales pour faire ta nuit, c'est comme si tu faisais ton 9-17 ou ton 8-16. Ouais. Tu as l'habitude, entre guillemets, au début de semaine, c'est dur. Hein. Mais au bout de 2-3 jours, tu es dans ton rythme. Donc au final, c'est pas plus compliqué que de t'entraîner à 18h. Au contraire, c'est même plus stimulant, parce que t'as personne. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est clair. Quand tu entends l'écho de tes pas en marchant dans la salle, c'est bon signe. C'est ça. Quand tu regardes dans la salle, tu vois, il y a 3 pecnos et sur les 3, ils sont tous sur la machine de cardio parce que c'est les anciens qui sont occupés à faire du tapis, du vélo ou quoi. Tu dis, putain, j'ai la salle pour moi tout seul. Par contre, c'est moins cool si tu veux PR et que là, tu dis, ouais, vas-y, je vais faire un 160 au bench et que tu te prends la barre dans la gueule, si tu sais pas comment sortir de la barre tout seul, il y a peu de chances que Didier, qui a 67 ans et qui a jamais fait de muscu de sa vie, puisse t'aider à soulever les 160 si toi, tu n'y arrives pas déjà. Donc, voilà, c'est un sacrifice à faire, mais de toute façon, si t'es pas power, t'es pas censé faire de réel PR, quoi. Ou du moins, pas de manière débile. Tu prends quoi comme complément? Oula La pharmacie est là. Voilà, il y a tout qu'elle a derrière toi. Donc j'ai de la whey, j'ai du collagène, de la crème de riz, parce que c'est toujours cool, ça fait des calories rapides. Je suis à peu près à 3500, 4000 calories plus ou moins par jour. Ouais. Donc c'est cool d'avoir des trucs qui sont rapides à préparer et rapides à digérer. En parlant de digérer, je prends des probiotiques, parce que c'est toujours utile. Parce que quand tu manges beaucoup, tu chies beaucoup. Et avoir un transit qui est cool, c'est d'autant plus agréable à vivre.
Parce que bon, qu'on se le dise, avoir mal au bide toute la journée et être ballonné, c'est très 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 lourd au bout d'un moment. Parce que tu manges tout le temps. Hein. C'est ça. Ouais. Des oméga 3. Et du pré-workout sans caféine, enfin non stimulant. Parce que typiquement, quand tu fais 22-6, t'as pas envie d'avoir 2, 3, 400 mg de caféine dans ta gueule, sachant que tu vas aller dormir à 9h derrière, c'est le meilleur moyen de passer une nuit de merde. D'ailleurs, apprenez à dormir, c'est important. Des bouchons d'oreilles, typiquement. Voilà, j'ai des bouchons d'oreilles qui sont moulés à mes oreilles, ça m'a coûté 100 balles, c'est cher. Par contre, c'est des trucs que tu vas garder toute ta vie, sauf si tu te fais arracher l'oreille. Voilà. Tu nous prépares une compétition bientôt ? Power ou body ? Power, non, j'ai arrêté complètement, je fais plus du tout de mouvement de power. Les trucs qui s'en rapprochent le plus, c'est mon coucher décliné. Certes, il y a un transfert, mais c'est pas suffisant. Le hack squat et le RDL, mais j'ai pas d'intérêt. Peut-être en bodybuilding, à voir, faudrait que je me motive à sécher réellement. Et à voir ce que je peux perdre en termes de gras, parce que là, je m'estime clairement largement au-dessus des 12%. Si je suis à 15-16, ce sera déjà peu par rapport à ce que je pense. Mais à voir, hein. Peut-être un jour, il faudrait que je me motive. Ok. Si un jour tu t'y mets, on peut te suivre quelque part ? Ouais, donc sur Insta, Joachim TLM, Joachim TLM, tout simplement. Okay. C'est tout simplement, la description, c'est je suis comme ces gars, plus fort que toi. Et c'est vrai. On mettra tout ça dans la description. Ouais. Top. Mais vraiment, un grand merci pour ta collaboration. Avec plaisir. Est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander comme invité pour un prochain épisode ? Ouais, j'ai un pote qui habite juste à côté, à 10-15 minutes à pied de chez moi, Ludovic Trussard, vous pouvez aussi le trouver sur Insta. C'est un bodybuilder et powerlifter, parce qu'il a aussi fait des compètes de power. Ouais. Très très bon d'ailleurs. Je les ai croisés à la salle. Ouais, physique de porc, perf de porc, sec comme pas deux. Il a une approche très très carrée de la muscu et de la diète, surtout c'est le genre de gars à se ramener au resto avec son tube en sèche. Donc génial. Voilà, le mec est hardcore, il est brut de décoffrage au possible, mais c'est ça qu'on aime. Il n'hésitera pas à te dire que tu fais de la merde si tu fais de la merde, mais par contre, à l'inverse, quand tu fais quelque chose de bien, il te le dira aussi. Et ça, c'est cool. Ouais, et c'est justement lui qui m'a aidé à recadrer un peu mon programme et à justement m'aider au niveau de la structure de mon programme et comment récupérer mes points faibles. Top. Ouais, j'ai hâte, on va lui envoyer une invitation juste après. Ouais. C'est génial. En tout cas, un grand merci pour ta participation. Avec plaisir. Pense que c'était vraiment un épisode bien drôle, bien détente, mais aussi on a évoqué des points importants. Et ce qui est pas mal, c'est avec tout ce qui s'est passé depuis qu'on a commencé la muscu, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont évolué. C'est toujours intéressant parce que quand on est passionné, comme nous le sommes tous les deux, on voit vraiment que les choses évoluent constamment, d'où l'importance de continuellement se former. Et c'est vrai que parfois aussi, il faut quand même mettre la main au portefeuille, mais ça peut valoir le coup. Ouais. Eh bien, merci d'avoir assisté à cet épisode. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous de l'enregistrer. N'hésitez pas à nous manifester vos impressions en commentaire, si on les lit. Et vous pouvez vous abonner, vous inscrire à la newsletter. Tout est dans la description. Merci beaucoup. Salut. Joachim, merci. Au plaisir. Crac. Voilà. Ouais, je craque de partout. Merci d'avoir suivi ce podcast super fun avec Joachim et sa moustache légendaire. Si vous êtes comme beaucoup de mes patients avec un travail assis qui vous tire le dos et que vous voulez intégrer une préparation solide contre la lombalgie, j'ai conçu un programme de 12 semaines pour reprendre les rênes contre la douleur. Il s'agit d'une prise en charge adaptée qui traite les causes profondes de votre douleur pour des résultats durables. Cliquez sur le lien en description si vous êtes intéressé, votre dos vous remerciera.